Bon, je suis ravie de vous souhaiter la bienvenue à cette séance de l'après-midi. Je vais commencer par une présentation de notre premier intervenant, Nicolas Herman, ou Herman, est conservateur de manuscrits au Schoenberg Institute for Manuscript Studies de l'Université de Pennsylvanie, University of Pennsylvania Libraries. Il a fait une thèse de doctorat à l'Institute of Fine Arts de New York University sur Jean Bourdichon. Il était élève de Jonathan Alexander. Avant d'arriver à l'Université de Pennsylvanie, il fut pensionnaire de l'Université de Montréal, du Courtauld Institute of Art et du Metropolitan Museum, le musée Metropolitan of Art. Et il a travaillé pendant 3 ans aussi à la Morgan Library de New York, dans le département du manuscrit du Moyen-Âge et de la Renaissance. Il a publié de nombreux articles dans les revues telles que Word and Image et Burlington Magazine, ainsi que des contributions à des catalogues d'exposition. Et comme probablement plusieurs d'entre vous savaient déjà, il vient de publier le livre enluminé entre représentation et illusion, à l'occasion des conférences de Lille qu'il a données ici à Paris au mois de décembre. Il va parler aujourd'hui au sujet de numériser pour consulter l'empreinte digitale de la numérisation entre enseignement et recherche transatlantique. Je vous passe la parole. Merci, Susan, pour cette belle introduction. Et merci aussi aux organisateurs de ce passionnant colloque. Donc aujourd'hui, je souhaite partager avec vous quelques réflexions personnelles issues d'une expérience proprement transatlantique aussi, concernant l'étude des manuscrits enluminés. Mais j'avoue qu'ayant donc entendu les communications de hier et de ce matin, j'ai également décidé un peu à la dernière minute de réorienter quelque peu mon intervention. J'affronterai bien sûr la question du numérique, qui s'impose comme un des grands enjeux de notre discipline à l'heure actuelle, mais je voudrais également évoquer un aspect de l'étude de l'art médiéval qui a été très peu cité dans nos conversations jusqu'à présent, voire pas du tout, notamment celui des expositions temporaires et leur impact sur le champ d'étude. Pour revenir ensuite sur le thème spécifique de la numérisation en guise de conclusion. Je dois dire que je vous adresse aujourd'hui en tant qu'individu plutôt hybride, puisque bien que basé actuellement aux États-Unis, je suis d'origine canadienne anglophone et aussi d'une moindre mesure suisse romande grâce à un de mes parents, grâce à ma mère. C'est donc une double culture un peu inhabituelle qui m'a peut-être conditionné à adopter un certain regard externe à la situation, ayant longtemps vécu au Canada dans l'ombre des États-Unis, mais aussi en commun avec la plupart de nos collègues américains ici présents, comme un francophile passionné, toujours un peu à l'écart de ces objets d'étude. Et on a justement évoqué dernièrement la frustration, mais aussi la productivité potentielle d'un tel écart. J'ai décidé d'aborder d'emblée les expositions, puisque, en plus que d'être lié aux questions d'accès aux objets et finalement à la numérisation aussi, ces événements éphémères occupent pour moi une place centrale dans ma formation professionnelle et dans mes expériences d'amitié et de collaboration transatlantique. Ici, je bénéficie aussi d'une double hybridité, puisqu'en plus d'être ni américain ni français, j'occupe actuellement un poste de conservateur dans un institut de recherche voué à l'étude des manuscrits, pourtant situé au sein d'une bibliothèque universitaire, très intégrée dans la vie des étudiants et des membres de la faculté. À mi-chemin donc entre le monde des bibliothèques et des musées et celui de l'enseignement et de la recherche universitaire. Et on pourrait tenir tout un autre colloque sur le décloisonnement ou non de ces deux mondes, à la fois en Amérique et en France. En tout cas, grâce à ma situation familiale, j'ai eu le privilège, comme jeune étudiant universitaire, de venir souvent en Europe. Et je dois souligner ce qu'a évoqué notamment Laura Weigert hier, c'est-à-dire que pour les Nord-Américains, l'étude poussée de l'art médiéval dépend de certaines opportunités qui ne sont pas accessibles, bien sûr, à tout le monde.
d'où la noble mission pédagogique de nos grandes collections muséales et de nos complexes architecturaux tels que The Cloisters, un monument que, je dois le dire, est assez souvent perçu par des Européens avec une perplexité un peu moqueuse, ou sinon comme symbole des excès du collectionnisme américain, en dépit de son mandat dès l'origine très clairement précisé par ses fondateurs, un mandat éducatif et démocratique en fait, pour un public ne pouvant pas se permettre des voyages outre-Atlantique. Mais pour revenir à mon anecdote personnelle, je peux situer très précisément le moment même quand j'ai été confronté d'abord à une œuvre d'art dont l'impact a été déterminant pour mon futur cursus, en prenant conscience que plus tard de l'apport méthodologique et pédagogique de cette même confrontation. En printemps 2003, alors que j'étais étudiant au premier cycle à l'Université de Toronto, j'étais de passage à Paris et j'ai pu visiter l'exposition alors en cours à la Bibliothèque nationale consacrée au peintre et enlumineur Jean Fouquet. Cette exposition m'a été révélatrice et m'a poussé aussitôt à visiter Chantilly durant le même voyage pour pouvoir examiner in situ les 40 miniatures des œuvres d'Étienne Chevalier qui y sont exposées en permanence. Mais ce n'est pas une œuvre de Fouquet qui m'a réellement frappé lors de ce séjour formateur. C'était plutôt une œuvre de jeunesse de son plus loyal et productif disciple, souvent dédaigné Jean Bourdichon. Une belle frontispice de l'estrif de fortune et de vertu, montrant le débat entre ces deux figures arbitrées par raison au centre, peut-être symbolique de ce dialogue entre d'un côté la rigueur et la réserve européenne et de l'autre l'ambition et l'inconstance américaine, qui sait. Mais plus tard, seulement en lisant le catalogue de l'exposition Fouquet, j'ai appris que l'existence de ce manuscrit avait été signalée au commissaire de l'exposition, François Avril, par la personne d'Otto Pecht. Donc une belle découverte issue d'une amitié d'abord franco-autrichienne, mais aussi en fait franco-britannique, puisque Pecht a été basé à Oxford pendant de longues années. Lorsque j'ai entré au doctorat à la New York University, 3 ans plus tard, sous la tutelle de Jonathan Alexander, j'avais en tête de faire une thèse sur le grand Fouquet. Mais j'étais plutôt naïf, car j'ai vite appris à quel point l'exposition et le catalogue de François Avril étaient définitifs, les fruits de toute une carrière de recherche, et qu'il ne restait, à vrai dire, très peu de terrain à couvrir pour cet artiste. Si, en revanche, je songeais à faire une étude de caractère davantage contextuel et interprétatif, ça aussi, ça venait de se faire, puisque Eric Ingalls avait récemment soutenu sa thèse sur Fouquet, également à NYU, thèse qui est plus tard devenue un livre. C'est alors que m'est revenue en tête cette image séduisante de Bourdichon, et j'ai proposé ce thème à Alexander, qui est vite devenu enthousiaste. Mais ce n'est qu'après un échange téléphonique entre lui et François Avril que j'ai vraiment eu le feu vert pour commencer ce travail. Entre Alexander et Avril existait une vraie amitié déjà longue d'un demi-siècle, les deux ayant fait connaissance en travaillant sur les manuscrits du Mont-Saint-Michel à Avranches, je crois, au début des années 60. Et de mon tour, j'ai donc bénéficié vastement de cette amitié existante. Heureusement, donc, personne d'autre était en train de faire un projet sur Bourdichon et le dossier semblait riche et propice à la découverte. Lors des prochaines années, Avril fut pour moi un interlocuteur extrêmement généreux et encourageant, comme il a été et comme il l'est continuellement pour toute une génération de chercheurs plus jeunes. C'est peut-être une joie réservée aux conservateurs qui, ayant un accès privilégié à une vaste collection pendant toute une carrière, ont la liberté ensuite de partager un énorme stock de découvertes et de pistes fructueuses à tous et à toutes, sans être contrecarrés par des questions de rivalité entre écoles ou approches méthodologiques. Il ne s'agit donc pour moi pas forcément d'une épiphanie proprement méthodologique, mais plutôt, outre la confrontation avec cette œuvre d'art, l'exemple d'une amitié outre-Manche, puis transatlantique, et d'une générosité envers les chercheurs plus jeunes qui m'a marqué et qui depuis m'a incité à toujours suivre cet exemple.
Mais au-delà des œuvres d'art qui y sont présentées, c'est aussi l'expérience intellectuelle qui découle des expositions qui nous inspire. Il est vrai qu'un certain discours rigidement académique tend à considérer les expositions comme des assemblages arbitraires d'objets. Selon cette pensée, l'exposition manque la rigueur d'une monographie, puisqu'elle est sujette aux aléas de la disponibilité de prêts, des contraintes budgétaires, des confins d'espace, de la part toujours grandissante des relations publiques et du messaging muséographique. Mais les expositions ne consistent jamais en de simples assemblages d'objets, même si on en est rarement conscient de ce fait comme simple visiteur. Pour notre discipline, la vraie utilité de l'exposition découle du discours intellectuel qui la forme et qui en résulte lors des journées d'études, colloques et autres rencontres. Sans oublier l'impact de catalogues quand ceux-ci sont créés avec un soin et une rigueur exemplaires. Je cite notamment dans mon domaine l'incroyable catalogue de l'exposition 1993-94. Les manuscrits l'exposition s'appelait « Quand la peinture était dans les livres », mais le catalogue a un titre un peu moins poétique, les manuscrits à peinture 1440-1520, donc ce grand catalogue co-rédigé par François Avril et Nicole Reynaud, un catalogue qui cite, en outre de quelques 300 manuscrits dans l'exposition même, 800 autres manuscrits, et qui a servi et continue à servir comme un manuel pour toute une génération de spécialistes, y compris moi-même, trop jeune pour avoir vu l'exposition dans les années 90. Un an après Fouquet, il y a eu la splendide exposition également à Paris, Paris 1400, les arts sous Charles VI, que j'ai aussi pu parcourir avec joie. Et je me demande si ce dernier aurait eu lieu avant Fouquet, si je n'aurais pas devenu en revanche spécialiste du tournant du XVe siècle au lieu du XVIe siècle. Je sais de façon anecdotique que d'autres expositions dans le passé récent ont eu un impact semblable sur d'autres chercheurs, et je serais curieux de savoir si d'autres collègues ici présents ont des histoires parallèles à raconter. Je pense notamment à L'art au temps des rois maudits, Face du gothique, ou encore les expositions du Conseil de l'Europe des années 60. Donc, en cours de route avec ma thèse sur l'aimable Bourdichon, comme c'est le sobriquet que lui avait donné Émile Malle, un peu méprisant des talents de Bourdichon, j'ai eu la bonne fortune de pouvoir participer à mon tour à de nouvelles expositions, dont une, France 1500, entre Moyen-Âge et Renaissance, qui avait le double avantage de proposer un décloisonnement de périodes dans son titre même, entre Moyen-Âge et Renaissance, mais aussi dans son second lieu, donc après le Grand Palais, à la Art Institute of Chicago. Qui sait quels membres du jeune public illinois en Amérique ont eu leur vie changée par une confrontation avec des objets dans cette exposition, des objets de type rarement en fait présentés en Amérique du Nord. En tout cas, la programmation scientifique autour des deux volets de cette exposition s'est avérée extrêmement riche, et un colloque tenu à l'école du Louvre a notamment inclus un grand nombre de jeunes chercheurs travaillant sur ce domaine, alors en plein épanouissement. Plus ciblé autour du contexte immédiat civique et social de Bourdichon, l'exposition Tours 1500, capitale des arts, qui s'est tenue au Musée des Beaux-Arts de Tours en été 2012, a présenté pour moi une grande opportunité de collaboration. Ayant pris conscience de mes travaux sur Bourdichon, alors en cours, et dans l'absence d'autres personnes peut-être capables de parler de cette figure négligée, mais pourtant centrale pour le propos de l'exposition, les commissaires m'ont attribué une dizaine de notices d'œuvres et un essai prosopographique sur le maître Tourangeau. Mes discussions avec cette équipe, partiellement universitaire et partiellement issue d'un milieu muséal, ont été extrêmement productives et j'en bénéficie à ce jour. Mais pour revenir à mon propos original, celui de la numérisation, je voudrais remarquer à quel point mon parcours a suivi non seulement le va-et-vient des grandes expositions, mais également le progrès des projets de numérisation en France et ailleurs. Déjà dans les années 90, en tant que lycéen, j'étais conscient des premières tentatives de numérisation de la BNF, alors des prises de vue sélectives des miniatures en très basse résolution. Et je suis certain que
plusieurs parmi vous peuvent vous rappeler de ces premières tentatives de numérisation. Lorsque j'ai entamé mes recherches de thèse, de doctorat, la technologie avait évidemment évolué considérablement, et Gallica fonctionnait bel et bien, mais n'avait pas encore été alimenté par un grand nombre de manuscrits pertinents pour ma recherche. De toute façon, je me suis déplacé à Paris pour plusieurs mois pour examiner les manuscrits originaux, et pas seulement, car les manuscrits attribués à Bourdichon se trouvaient dans une soixantaine d'institutions à travers une quinzaine de pays. Comme beaucoup ici présents le savent, une telle campagne de prospection nous introduit à toute une panoplie de salles de lecture, diverses, de personnel, de règlements, de niveaux d'ouverture envers des chercheurs étrangers, différents à chaque institution. Heureusement, pour ce qui était de la BNF, où les plus précieux ouvrages étaient conservés, l'imprimatur de M. Avril s'est avéré fort utile, et j'ai eu accès aux plus splendides manuscrits de Bourdichon et de son entourage, y compris les grandes heures d'Anne de Bretagne, voilà, égo-portrait illicite, pris en salle. Mais pour un manuscrit comprenant un cycle de miniatures complexes, tels les grandes heures, l'obtention d'une série complète d'images était essentielle. N'ayant évidemment pas les moyens d'acheter une copie personnelle du facsimilé de Molero qui venait de paraître à 13 000 €, j'ai été extrêmement heureux de retrouver le manuscrit entièrement numérisé à la fin de l'année 2012, quelques mois avant le dépôt de ma thèse. Il faut dire qu'au moins dans le contexte anglo-américain, la numérisation et la création de facsimilés sont parfois perçues comme une arme à double tranchant. Je cite un article bien connu parmi les spécialistes anglophones du manuscrit médiéval, paru dans le New York Times en janvier 1987, intitulé « Preservation takes rare manuscripts from the public ». Cette intervention s'est centrée sur les propos de Frédéric Vergne, alors conservateur de manuscrits au musée Condé à Chantilly. Avec la sortie d'un nouveau facsimilé de grande qualité, celui-ci aurait prononcé que, et là c'est la traduction anglaise dans l'article, My overriding duty is to preserve the manuscript. No one will be allowed to see it again. Je retraduis en français. Mon devoir principal est de préserver le manuscrit. Personne n'y aura plus jamais accès. Donc, témoin d'un certain sensationnalisme de la part du journal américain, l'article signale néanmoins un aspect particulier de l'étude des manuscrits médiévaux, notamment leur fragilité et la nécessité d'en modérer leur manipulation, et aussi comment la production de facsimilés de bonne qualité pouvait rendre inutile, même impossible, leur consultation directe. C'est Michael Camille qui a cité cet article du New York Times dans son propre défi méthodologique, réponse ironique à Walter Benjamin, intitulé « The Trerischer, an Illuminated Manuscript in the Age of Mechanical Reproduction », qui est apparu dans la revue Critical Inquiry en 1990. L'intervention de Camille critiquait la soi-disant absence de l'objet, dorénavant inaccessible, et proposait en revanche d'étudier de façon critique toutes ces reproductions modernes. Ainsi, selon Camille, le manuscrit aurait redevenu un objet de prestige comme il était à l'époque de sa création, inaccessible à tous, sauf certains notables politiques pour lesquels il demeurait un objet d'utilité diplomatique essentiellement. J'aimerais savoir les réactions à ce sujet de ceux et celles qui ont contribué à de récents projets de recherche au sujet de ce fameux manuscrit. Donc, l'ombre qu'a projeté l'article de Michael Camille dans la pensée anglo-américaine est longue. Nombre de suspicions ont été confirmées par la soi-disant difficulté d'accès aux manuscrits originaux à la BNF et ailleurs, même pour des chercheurs réputés venus de loin. Souvent, parmi les chercheurs anglo-américains, on parle du réplique incommunicable, ou il faut d'abord consulter le microfilm, ou on peut uniquement consulter le microfilm, remplacé plus récemment par il faut consulter Gallica. Avec toute la compréhension que j'ai pour l'étude matérielle des manuscrits et de l'importance de consulter les originaux afin de discerner les détails imperceptibles à travers les images, je dois dire que dans ce débat, je tranche plutôt du côté des conservateurs bibliothécaires. Au moins, j'éprouve pour eux une certaine sympathie. Je partage avec tout le monde cette sensation de joie et de découverte qui accompagne la manipulation de manuscrits, bien sûr, mais la consultation des originaux
des originaux érigés en dogme par certains, est-ce toujours nécessaire pour tout projet scientifique? L'insistance du chercheur sur l'original est-elle toujours entièrement honnête? Diverses perspectives doivent être prises en compte. Les chercheurs anglo-américains ont tendance à considérer les bibliothèques européennes comme des mines à trouvailles, sans pour autant comprendre l'aspect patrimonial, national et local des collections et l'obligation, souvent encadrée de façon légale et institutionnelle, de préserver cet héritage. C'est uniquement en ayant un dialogue ouvert à ce sujet qu'on arrivera à une compréhension mutuelle et à des solutions raisonnables pour tous. Chez nous, à l'Institut Schönberg, à l'Université de Pennsylvanie, nous menons une politique d'ouverture totale, permettant aux étudiants, dès leur première année, des étudiants qui ont parfois 18 ans, un accès presque illimité à nos manuscrits. Mais chez nous, il s'agit largement d'une collection vouée à l'enseignement, avec très peu de textes uniques ou en parfait état. Collectivement, nous avons pris la décision que le risque de dégradation de certains de nos manuscrits les plus consultés, tels nos quelques livres d'heures, pas très remarquables, déjà endommagés, était un risque abordable si le résultat était le développement de l'intérêt de futurs spécialistes, mais aussi de futurs collectionneurs, mécènes, journalistes, cinéastes, etc., puisqu'on est dans l'optique d'une éducation universitaire américaine, n'est-ce pas, pluridisciplinaire, surtout au premier cycle. Évidemment, la numérisation intégrale de nos manuscrits joue aussi un rôle dans notre enseignement, et déjà sensibilisés aux aspects matériels généraux des manuscrits médiévaux, nos étudiants sont ensuite attribués des projets de recherche sur des manuscrits disponibles sur Gallica ou ailleurs. Outre son utilité évidente pour l'enseignement, la numérisation, il faut le dire, est rapidement devenue une technologie indispensable dans notre recherche. Cependant, la numérisation, quand elle n'est pas accompagnée d'une politique de libre accès permettant la publication sans frais des images, ne peut qu'entraîner une utilité partielle. Je constate dans mon propre travail et aussi dans le travail des autres que l'illustration de phénomènes quelconques se fait de plus en plus dans les articles et dans les monographies à travers d'images librement disponibles en haute résolution, d'où une prolifération d'images du Metropolitan Museum, Victoria and Albert, Getty, Rijksmuseum et autres, mais très peu d'institutions en France. Petit à petit, cette tendance va mener à un appauvrissement du lexique commun d'exemplaires, puisque les étudiants et les futurs spécialistes se nourrissent et apprennent sur la base de ce que nous choisissons d'illustrer, en dépit de la masse d'images consultables, mais non librement reproductibles, issues de bases comme Gallica. Si je peux offrir une prédication pour le futur, c'est que l'ouverture en libre accès des images d'œuvres dans les institutions publiques françaises aura lieu éventuellement, car Jean-Luc Martinez, président du Louvre, aurait déjà soulevé le sujet avec le président Macron, et il semble que la volonté politique va dans cette direction en France, en Angleterre aussi et dans d'autres pays. Mais le réel défi restera celle des institutions régionales, des musées privés, des biens de l'Église, peut-être moins un problème en France, mais en général les objets conservés en lieux insolites, qui ont très peu d'espoir d'être numérisés dans les prochaines années. D'où l'importance de collaborer autant de plus pour assurer une représentation plus fidèle de nos objets d'étude. Merci.